Dublin, 3 mai 1997. Il est 22h45 lorsque Fanny Biascamano quitte la scène de l'Eurovision, le regard fixe, les traits figés. La France vient de se classer 15e. Personne ne comprend. Elle avait la voix, elle avait l'histoire, elle avait la lumière. Mais ce soir-là, quelque chose s'est brisé. Pas seulement sur scène, mais en elle. Quelques mois plus tôt, elle était encore l'enfant prodige de la chanson française, celle qui avait conquis un pays entier à l'âge de 12 ans. Et pourtant, à 18 ans, elle disparaît du paysage médiatique sans un mot, sans un revoir. Pourquoi cette chute brutale ? Qui a réellement choisi la chanson qu'elle devait défendre ce soir-là ? Quel rôle ont joué les producteurs, les politiques, la télévision ? Et surtout, pourquoi a-t-elle gardé le silence pendant plus de 20 ans ? À 45 ans, Fanny brise enfin ce silence. Et ce qu'elle révèle n'a rien d'un simple désaccord artistique. C'est l'histoire d'un engrenage, d'un abandon, d'un prix à payer. Voici ce qu'on ne vous a jamais raconté. Fanny Biascamano naît le 16 septembre 1979 à Sète, dans l'Hérault, au sein d'un foyer où la musique ne se vit pas comme un luxe, mais comme une nécessité. Son père, Tony Biascamano, chanteur de cabaret d'origine italienne, l'initie très tôt à l'univers de la scène. À peine sortie de l'enfance, elle apprend à accorder sa respiration au tempo d'un orchestre, à dompter la peur sous les projecteurs, à offrir sa voix comme d'autres tendent les bras. C'est une éducation atypique, libre, mais exigeante, où la tendresse se mélange à la pression de la performance. La petite Fanny grandit dans un monde d'adultes, bercée par les tournées, les répétitions, les micros et les costumes de scène. À l'école, elle se sent à part, trop sérieuse, trop lucide. À 8 ans, elle enregistre déjà ses premières maquettes dans un studio modeste du sud de la France. Sa voix est saisissante, grave, vibrante, infiniment plus mature que son âge ne le laisse deviner. Mais ce don devient vite un poids, car autour d'elle, les regards changent. Producteurs, agents, journalistes, tous veulent un morceau de la petite Fanny. À 12 ans, elle enregistre « Besoin d'amour », une ballade poignante qui propulse la jeune fille au sommet des charts. Elle devient en quelques semaines l'enfant chéri de la variété française, invitée sur tous les plateaux télévisés, réclamée dans toutes les radios. Le public l'adore, les adultes l'admirent. Et elle, au milieu de ce tourbillon, tente de rester une adolescente. Mais l'adolescence lui est entièrement volée. À 13 ans, elle signe un contrat d'envergure avec une maison de disques nationale. Ses journées sont rythmées par des interviews, des séances photos, des enregistrements, des concerts. Le moindre de ses gestes est scruté. Son apparence, sa façon de parler, ses choix de chansons, tout est sujet à validation. Elle doit être parfaite, disponible, docile. Derrière les sourires, on l'éduque à ne jamais dire non. Sa mère devient sa manager. Elle l'accompagne partout, la protège, mais ne parvient pas toujours à contenir les ambitions croissantes de l'entourage professionnel. Certains voient en Fanny une poule aux œufs d'or, une marque à exploiter plutôt qu'une personne à préserver. Et plus elle grandit, plus le regard sur elle se durcit. L'enfant miracle devient une adolescente jugée, trop grande, trop affirmée, trop honnête. Le rêve initial se fissure lentement. Fanny, elle, commence à douter, non pas de sa voix, mais de ce qu'on attend d'elle. Peut-elle choisir ses chansons ? Peut-elle refuser certaines interviews ? Peut-elle dire non à une tournée ? Les réponses sont toujours les mêmes. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas bon pour l'image, ce n'est pas professionnel. Et au fond d'elle, une fracture s'installe. Elle chante, mais ne se reconnaît plus dans ce qu'elle interprète. Elle sourit, mais ne comprend plus ce qu'on projette sur elle. Entre admiration du public et pression des coulisses, son identité devient floue. Est-elle une artiste ou un produit ? Une adolescente ou une légende vivante en construction ? En 1996, elle est approchée par le comité de sélection français pour représenter la France au concours Eurovision. L'opportunité est immense, mais elle arrive à un moment de grande fragilité. Fanny commence tout juste à reprendre le contrôle de ses choix artistiques. Elle rêve d'un virage plus personnel, plus acoustique, loin des artifices de la pop formatée. Elle veut écrire, composer, raconter ce qu'elle vit. Mais le destin en décidera autrement. Au début des années 1990, la France musicale est en pleine transition.
La variété classique côtoie timidement l'émergence des musiques électroniques, tandis que la télévision reste le temple de la consécration. C'est dans ce contexte que Fanny Biascamano explose. En 1991, à seulement 12 ans, elle bouleverse le pays avec Besoin d'amour, une chanson à la fois mélancolique et mature qui touche au cœur plusieurs générations. Elle devient instantanément la plus jeune artiste à atteindre le sommet des ventes en France depuis des décennies. Le clip de la chanson passe en boucle sur M6 et TF1. Michel Drucker l'invite à Champs-Élysées. France Dimanche la compare à France Gall, tandis que les magazines pour ados la placent aux côtés de Jordi ou Vanessa Paradis dans le panthéon des enfants stars. Mais Fanny a quelque chose de différent, une gravité dans la voix, une sincérité désarmante. Elle ne fait pas semblant. Entre 1992 et 1995, elle enchaîne les albums. Fanny 2, Fanny chante Piaf, puis Fanny Cœur fragile montre une évolution progressive vers un répertoire plus personnel. Sa voix gagne en intensité. Le public l'accompagne, mais les médias commencent à s'interroger. Que faire d'une ex-enfant prodige qui devient une jeune femme ? Peut-elle rester vendable une fois passée l'adolescence ? Peut-elle continuer sans l'aura d'innocence qui faisait son succès ? C'est à ce moment précis que le destin lui offre ou lui impose l'opportunité de représenter la France à l'Eurovision 1997. L'équipe de France 2, en charge de la sélection cette année-là, voit en elle une candidate idéale, populaire, émotive et suffisamment connue pour incarner un retour aux vraies valeurs de la chanson. Le choix se fait rapidement, presque sans débat. Pourtant, derrière l'enthousiasme affiché, Fanny commence à douter. Elle sent que quelque chose cloche. On lui parle de redorer l'image de la France, de ramener l'émotion à l'européenne. On ne parle jamais d'elle, ni de ce qu'elle souhaite chanter. Le titre choisi pour l'Eurovision s'appelle « Sentiment songe », une ballade très classique, presque vieillotte, loin de ce qu'elle compose en secret sur son carnet depuis plusieurs mois. Elle accepte, par respect pour son équipe, par peur aussi de dire non, car à 17 ans, Fanny a déjà compris que dans cette industrie, un refus peut coûter cher. Le processus de préparation est intense. Répétition, tournage, conférences, on remaquille son image, on l'habille comme une demoiselle française, entre tradition et modernité. Elle se sent travestie, mais sourit pour les caméras. Ses proches s'inquiètent, elle dort mal, ses prises de voix deviennent hésitantes, mais aucun retour en arrière n'est possible. Le compte à rebours est lancé. Le 3 mai 1997, elle monte sur scène à Dublin. Devant des millions de téléspectateurs, elle interprète la chanson qu'on lui a imposée avec professionnalisme. Mais quelque chose manque, l'étincelle, l'authenticité. Fanny chante juste, mais sans joie. Elle sait déjà que le public européen ne sera pas conquis. La sentence tombe, 15e sur 25. Une position médiocre pour un pays aussi fier de sa tradition musicale. Les médias français réagissent avec une sévérité glaçante. Le Parisien parle de gâchis. Le Figaro évoque une erreur de casting. Et sur les plateaux télé, certains chroniqueurs osent des mots cruels. Il est peut-être déjà fini. Fanny, elle, encaisse, sans mot dire. Là où d'autres auraient trouvé du soutien ou des justifications, elle ne reçoit que silence gêné et appels annulés. Son label diffère la sortie de son prochain album. France 2 évite de l'inviter à commenter son expérience. En l'espace de quelques semaines, l'enfant chéri des Français devient une silhouette floue dans le paysage médiatique. Mais ce que personne ne sait, c'est que derrière cette chute visible, un effondrement intérieur bien plus profond est en train de se produire. Car Fanny n'a pas seulement perdu un concours, elle a perdu la foi. La foi en la musique, la foi en ceux qui l'entouraient, la foi en son propre avenir. Et tout cela à seulement 18 ans. L'Eurovision 1997 n'a pas seulement marqué la fin d'une aventure artistique pour Fanny Biascamano, pour elle, cet événement est devenu un tournant irréversible, un traumatisme fondateur qu'elle mettra des années à verbaliser. Car derrière l'apparente simplicité d'un concours mal classé se cache un engrenage complexe où se mêlent stratégie d'image, pression politique, trahison professionnelle et un silence collectif pesant. Le choix de la chanson « Sentiment songe » n'est pas anodin.
Bien que présentée comme une ballade romantique, elle est en réalité une création imposée par la maison de disques et le comité Eurovision, avec un objectif clair, séduire un jury international supposément friand de chansons françaises authentiques. Mais Fanny, elle, n'a pas eu son mot à dire. Dans un entretien accordé à Sud Radio en 2025, elle confie « On m'a fait chanter une chanson qui ne me ressemblait pas. Pire, on m'a dit que si je voulais exister dans ce métier, je devais m'y plier. » À l'époque, peu de gens s'émeuvent de cette absence de liberté artistique. Les producteurs défendent leur stratégie. L'un d'eux, resté anonyme, déclare à Télé 7 jours « Elle était jeune, elle ne savait pas encore ce qui marche ou pas sur une scène internationale. » Une déclaration paternaliste qui révèle le cœur du problème. Fanny est considérée comme une image à modeler, non comme une artiste à respecter. Mais le malaise ne s'arrête pas là. Dans les coulisses de la délégation française, les tensions sont palpables. Des décisions sont prises sans consulter Fanny ni ses proches. Le stylisme est changé 3 fois. La mise en scène initialement prévue, plus sobre, plus intimiste, est rejetée au dernier moment par la direction artistique qui opte pour un éclairage froid et une scénographie minimaliste censée laisser toute la place à la voix. En réalité, elle la laisse seule, exposée, désarmée. Certains observateurs pointent même une forme de sabotage symbolique. Un ancien membre du comité de sélection affirme anonymement en 2019 « Elle a été sacrifiée. On savait que le titre n'avait aucune chance, mais il fallait envoyer une figure connue pour apaiser les critiques internes. Elle servait de pare-feu. » Parallèlement, des tensions éclatent entre son entourage familial et les représentants du label. Son père, Tony Biascamano, tente d'intervenir pour défendre les choix de sa fille. Il est écarté. Sa mère, jusque-là manager, est progressivement mise à l'écart. Fanny, quant à elle, se retrouve entourée d'inconnus décidant pour elle dans un climat glacial à des milliers de kilomètres de chez elle. Puis vient le soir fatidique. Dès la fin de la prestation, les visages dans les coulisses sont sombres. On lui évite le regard. À peine sortie de scène, elle est prise à part et on lui demande de ne rien commenter. Le message est clair, le silence est la meilleure stratégie. Le retour à Paris se fait dans une atmosphère de plomb. Aucun point presse n'est organisé, aucune interview. Son nom disparaît des rubriques culturelles en moins de 15 jours. Mais pour Fanny, l'humiliation va plus loin. En rentrant chez elle, elle découvre que son contrat avec la maison de disques est suspendu. Aucun nouvel album n'est programmé. Son agent ne répond plus à ses appels. Le téléphone ne sonne plus. Les fans envoient des lettres inquiètes. On lui conseille de prendre du recul, de se reposer, de réfléchir à un éventuel retour plus tard. En d'autres termes, de disparaître. Pendant longtemps, elle ne parle à personne. Elle reste enfermée. Elle évite même la musique. La seule chose qu'elle écoute, c'est le silence, celui qu'on lui a imposé et qu'elle choisit désormais par réflexe de survie. Ce silence est nourri par la peur. Peur de ne pas être crue, peur de passer pour une diva capricieuse, peur surtout de briser un système auquel elle a cru toute sa vie. Ce n'est qu'en 2025, dans une série de vidéos postées sur sa propre chaîne YouTube, que Fanny commence à raconter sa version des faits. On y découvre une artiste brisée mais lucide, une femme qui a mis 20 ans à retrouver sa voix intérieure. Elle y parle également d'un épisode méconnu, sa tentative de produire un album indépendant en 2004. L'opus, intitulé « Écorché », devait contenir 12 titres qu'elle avait écrits elle-même, mais le projet est saboté dès les premiers jours. Plusieurs producteurs sollicités lui tournent le dos dès qu'ils découvrent son nom. L'un d'eux lui aurait dit « Ton nom est associé à l'échec, on ne prend pas ce genre de risque ». Une autre coïncidence fâcheuse ? Dans le même temps, plusieurs journalistes tentent de relancer le débat sur l'affaire Eurovision, mais les chaînes refusent les plateaux. Le sujet est jugé non vendeur, daté, sensible. Une chape de plomb médiatique semble recouvrir l'histoire, comme si collectivement on avait décidé de l'oublier. Et pourtant, ce que révèle Fanny aujourd'hui va bien au-delà de l'histoire d'une chanteuse trahie. C'est celle d'un système qui broie les artistes trop jeunes, trop sincères, trop différents. C'est l'histoire d'un silence orchestré, entretenu, institutionnalisé. Ce n'est pas un simple échec, c'est un effacement. Et la question brûle encore. Qui savait? Qui a laissé faire? Et surtout, qui a profité de sa chute? Quand les caméras se sont éteintes et que les projecteurs ont cessé de pointer son visage, Fanny Biascamano n'est pas simplement sortie de la lumière.
Elle est tombée dans une obscurité que peu de gens peuvent comprendre. Une obscurité qui ne fait pas de bruit, qui ne laisse pas de traces visibles, mais qui ronge de l'intérieur. Au lendemain de l'Eurovision, le monde extérieur tourne la page avec une rapidité déconcertante. Les journaux n'en parlent plus, les radios cessent de programmer ces chansons. Les fans les plus fidèles écrivent encore quelques lettres, mais elles restent sans réponse, car Fanny, elle, s'est retirée, totalement. Dans les mois qui suivent, elle cesse toute activité publique. Plus de concerts, plus de sorties, plus de musique. Elle disparaît des radars comme si elle n'avait jamais existé. Ceux qui essaient de la joindre tombent sur un répondeur vide. Elle coupe ses lignes, elle déménage, et surtout, elle se tait. À l'époque, personne ne parle de dépression ou de syndrome post-traumatique. On évoque vaguement un besoin de recul, une pause artistique. En réalité, Fanny sombre, lentement, profondément. Elle vit repliée dans une maison isolée du sud de la France, entourée de silence. Ses journées sont remplies de gestes mécaniques. Se lever, regarder le plafond, éviter les miroirs, éviter la musique. Elle raconte bien plus tard qu'écouter une note suffisait à provoquer en elle des crises d'angoisse, que sa propre voix lui devenait étrangère, presque menaçante. Elle, qui avait été façonnée pour chanter, ressentait désormais la musique comme une agression. « J'ai mis des années à pouvoir écouter une chanson sans pleurer », confiera-t-elle dans un documentaire en 2025. Le lien avec sa famille se fragilise. Sa mère, longtemps son pilier, ne sait plus comment l'aider. Elles finissent par s'éloigner. Son père, quant à lui, se mure dans une forme de culpabilité silencieuse. Il se reproche d'avoir ouvert la porte de ce monde à sa fille. Aucun d'eux ne trouve les mots pour reconstruire. Fanny consulte des médecins, des psychologues, des thérapeutes. Certains minimisent ses douleurs, d'autres l'écoutent, impuissants. Ce n'est qu'après plusieurs années d'errance qu'elle trouve un psychiatre qui la prend au sérieux. Le diagnostic tombe. Troubles de stress post-traumatique liés à l'exposition médiatique infantile et à la perte brutale de repères identitaires. Pendant un temps, elle pense même abandonner toute vie artistique. Elle envisage d'enseigner, de se reconvertir dans l'éducation spécialisée. Elle postule à des postes anonymes dans des écoles de province. Elle veut disparaître sans faire de bruit, devenir quelqu'un de normal. En 2008, sous un nom d'emprunt, elle commence à donner des cours de chant dans un petit conservatoire à Ajaccio. Les élèves ne savent pas qui elle est. Ils la découvrent comme une femme douce, attentive, un peu mystérieuse. Certains finissent par reconnaître son timbre, mais elle demande qu'on ne l'interroge pas. « Je suis là pour vous faire chanter, pas pour qu'on parle de moi », dit-elle. Ces années d'enseignement deviennent une forme de thérapie. Transmettre sans être exposée, exister sans être jugée. Petit à petit, elle retrouve une forme de paix intérieure. Elle recommence à fredonner, à improviser, à écrire timidement dans des carnets qu'elle garde pour elle. Mais même dans cette bulle de reconstruction, une part d'elle reste brisée. Fanny a perdu la confiance, dans l'industrie, dans le public, parfois même en elle-même. Lorsqu'un élève lui demande pourquoi elle ne sort plus d'album, elle répond simplement « J'ai tout dit ». Et pourtant, ce n'est pas vrai. Elle n'a jamais pu dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Ce n'est qu'en 2025, à 45 ans, qu'elle ose enfin raconter son histoire publiquement. Ce geste, elle le prépare depuis des années. Ce n'est ni un règlement de compte, ni un retour en grâce, c'est une libération. Dans une interview poignante accordée à La Dépêche, elle déclare « Pendant des années, j'ai eu honte. Honte d'avoir échoué, honte d'avoir cru aux promesses, honte d'être une enfant qui ne savait pas dire non. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. » Elle parle aussi de solitude, de culpabilité, de ces nuits entières passées à se demander si elle aurait dû chanter plus fort, refuser plus tôt, fuir plus vite. Elle avoue avoir envisagé d'écrire un livre, pas pour faire parler d'elle, mais pour raconter ce que ça fait d'être prise dans une machine qui broie les fragiles. « Je ne suis pas la seule, dit-elle, mais peu d'entre nous survivent à tout ça sans cicatrice. » Aujourd'hui encore, Fanny vit loin des projecteurs. Elle accepte quelques entretiens choisis, refuse les plateaux télé trop sensationnels. Elle veut conserver le contrôle, celui qu'on lui a pris si tôt. Pendant plus de 2 décennies, le nom de Fanny Biascamano a disparu des conversations médiatiques comme s'il n'avait jamais été prononcé. Cette amnésie collective n'a rien d'un hasard. Elle résulte d'un choix, conscient ou non, de tourner la page sur une histoire gênante, d'occulter une faille dans le récit national de la chanson française. Au lendemain de l'Eurovision 1997, les réactions du grand public sont brèves et floues. Certains fans expriment leur tristesse sur des forums ou dans des lettres envoyées aux maisons de disques, mais leurs voix se perdent dans le vide. D'autres, influencés par la couverture médiatique de l'époque, se rallient à l'idée d'une erreur de parcours. Une étoile filante, voilà ce qu'elle devient aux yeux de beaucoup.
Mais cette version officielle ne convainc pas tout le monde. Sur certains blogs confidentiels, des critiques et passionnés de musique commencent dès les années 2000 à s'interroger. Pourquoi une artiste aussi talentueuse a-t-elle été abandonnée? Pourquoi aucune tentative de relance? Pourquoi un tel silence radio? Des questions sans réponse. Du côté des médias, le sujet devient tabou. Les quelques journalistes qui tentent de revenir sur son parcours se heurtent à des refus d'interview ou à des silences gênés des producteurs de l'époque. Un documentaire préparé par une petite chaîne régionale en 2011 est annulé en dernière minute, sans explication officielle. Officiellement, on parle de pression, d'un dossier sensible. Il faut attendre 2025 pour que le nom de Fanny réapparaisse enfin dans l'espace public, non pas par une initiative médiatique, mais par elle-même. Ses premières vidéos YouTube, sobres et émouvantes, récoltent rapidement des milliers de vues. Les commentaires affluent. « Tu nous as manqué, on t'a oublié, mais jamais ton talent ». Un élan de soutien se forme, mais avec lui des questions réapparaissent, beaucoup plus dérangeantes. Qui a décidé de lui imposer senti-mensonge? Pourquoi son entourage a été invissé dans les jours précédant l'Eurovision? Pourquoi aucun soutien post-concours ne lui a été proposé? Et surtout, pourquoi personne n'a jamais parlé à sa place pendant toutes ces années? Des personnalités du monde artistique, aujourd'hui à la retraite, confient anonymement leur malaise. Un ancien membre du jury de présélection raconte « Fanny était brillante, mais le choix de la chanson, on nous l'a imposé d'en haut, il ne venait pas d'elle. » Un autre, ex-journaliste musical, admet « On nous a fait comprendre que ce n'était plus un sujet. Les consignes venaient clairement des services de communication de la chaîne. » Même la presse dite indépendante a sa part de responsabilité. Aucun grand média ne lui consacre un dossier d'investigation avant 2025. Aucun n'interroge le système de sélection de l'Eurovision. Aucune tentative de reconstruction ou de réparation symbolique n'est entreprise. Certains y voient une forme de violence institutionnelle, une façon de punir en silence, de faire taire en oubliant. D'autres avancent une explication plus cynique. Fanny, en devenant adulte, n'était plus aussi rentable qu'à l'époque de sa gloire enfantine. Et dans le show business, la valeur perçue vaut plus que la vérité. Un extrait d'un podcast publié en 2026 illustre bien cette réalité. Elle était brillante, trop brillante peut-être, et surtout, elle refusait les compromis. Dans un monde où tout se négocie, elle était l'exception. Les exceptions, on les enterre. L'affaire soulève aussi une réflexion plus large sur la façon dont la France traite ses jeunes talents. Combien de carrières avortées? Combien de voix sacrifiées à l'autel de l'efficacité? Combien d'enfants stars sont disparus sans qu'on prenne la peine de leur tendre la main? Et si Fanny n'était que la partie visible d'un iceberg bien plus profond? Un scandale sans cri, sans procès, sans vengeance, mais un scandale quand même. Le scandale d'un silence organisé. Le parcours de Fanny Biascamano n'est pas simplement celui d'une enfant prodige tombée dans l'oubli. C'est l'histoire d'une trajectoire brisée, orchestrée dans l'ombre, sans fracas, mais avec une efficacité glaçante. De ses débuts éclatants à l'effacement progressif, tout semble dessiner la courbe tragique d'un destin que l'on a voulu modeler, puis effacer. À travers elle se dessine une mécanique implacable, celle d'un système qui encense, exploite, puis rejette dès que l'innocence ne suffit plus. Une industrie où l'on décide à la place des artistes, où les dés sont pipés avant même la première note, où l'on sacrifie des vocations sur l'autel du formatage. Fanny n'a pas crié, elle n'a pas accusé, elle a juste cessé de chanter, pendant très longtemps. Et ce silence, plus que tous les discours, révèle la violence symbolique qu'elle a subie. Une forme de disparition imposée, de mutisme programmé. Elle n'a jamais eu d'espace pour se défendre, jamais eu droit à l'erreur, encore moins au pardon. Mais en revenant à 45 ans, en brisant enfin l'omerta, elle a repris possession de son histoire. Non pas pour se justifier, ni pour régler des comptes, mais pour dire simplement « je suis encore là ». Elle n'attend plus rien, ni excuse, ni reconnaissance. Elle veut juste qu'on entende ce qu'on n'a jamais voulu écouter. Et son témoignage résonne bien au-delà de sa propre vie. Il interroge, il dérange, il oblige à regarder autrement la fabrique des stars, à se demander combien d'autres Fanny ont été sacrifiées dans l'ombre, combien d'artistes ont été façonnés à coups d'obligations, de contrats, de sourires forcés, combien se sont perdus dans le silence qu'on leur a imposé. À l'heure où le monde médiatique se veut plus transparent, plus éthique, l'histoire de Fanny devrait être enseignée, non pas comme une exception, mais comme un avertissement. Un rappel que derrière chaque visage lumineux, il peut y avoir des blessures profondes,
que la célébrité, quand elle est mal accompagnée, peut devenir un piège. Et finalement, la vraie question n'est peut-être pas de savoir pourquoi Fanny a été oubliée, mais bien qui a permis que cela arrive, sans jamais rien dire.